Salut à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver. Moi, je suis ravi de retrouver mon camarade Pierre Armand Samama pour un nouvel épisode de Hoop Culture. Comment ça va, Pierre Armand? En pleine forme. La joie des retrouvailles est plus que partagée, mon cher ami. Eh ben super, tu vois, moi je suis en grosse patate. Tu sais, je suis dans ce stade comme les parents d'enfants en bas âge vont voir de quoi je veux parler. Quand c'est l'heure d'aller se coucher, que les enfants sont crevés et en même temps et qu'ils sont surexcités parce qu'ils sont crevés. Moi je suis dans cet état-là depuis 10 jours, donc ça va être un épisode grosse patate. On vous a préparé une thématique à l'instigation de laquelle se trouve mon collègue, mon poteau du Sud, Pierre Armand. Cette fois, c'est sûr. Donc cette fois, c'est sûr, c'est que des gros steaks. Là, on est sûr, certains, certitude, 2000%. Il n'y Zéro a pour pas de cent doute mauvaise foi, possible. Voilà, aucune mauvaise foi. exactement. C'est Travail sûr. journalistique impeccable, travail de fond, enquête, etc. Donc aujourd'hui, on vous balance nos plus grosses certitudes qu'on sera capable de renier d'ici 35 minutes, donc avant même que vous n'ayez accès à ce podcast. Bref, ça va être du lourd. Pierre Armand, de quoi est-ce que tu es sûr et certain cette fois? Daft Punk ne reviendra jamais. Tu, Cette tu, fois, c'est tu vas... sûr. Cette fois, c'est sûr. Il y a trop de Thomas Bangalter dans la boucle depuis une semaine. Thomas Bangalter dans Chien 51, le film de Cédric Jiménez, que je suis allé voir. Bah, ouf, ouf, on est d'accord. J'avais pas à voir le 52, c'est sûr. Mais adaptation du film de Laurent Godet. Très libre adaptation. Trop libre à mon goût. Et apparemment, dans ce film, il y a Thomas Bangalter qui apparaît. Donc en fait, j'étais obnubilé par le fait de le voir et j'ai raté. Donc je n'irai pas le revoir. Donc T'as si pas vous vu avez, à quel moment il apparaît, c'est ça? j'ai pas vu. Donc si vous avez une capture d'écran de moment où il apparaît, envoyez-le moi parce que je n'irai pas le revoir. Thomas Bangalter qui apparaît en featuring dans le nouvel album d'Orelsan qui est en précommande là. Donc c'est Orelsan qui l'a annoncé. C'était assez marrant parce qu'il a dit ouais il y a plein de featuring trop bien. Il y a un tel que je connaissais pas, un tel que je connaissais et il y a Thomas Bangalter. Les gars, Thomas Bangalter. Si vous ne savez pas qui c'est, vous êtes trop con. Le mec balance ça comme ça, il m'a fait rire. Et Thomas Bangalter qui m'a fait ma semaine parce que il y a eu une soirée de clôture, soirée bicose de clôture pour la fermeture définitive pendant 5 ans de, du centre Georges Pompidou. Et Thomas Bangalter avait été invité par une des plus grandes stars de l'électro en ce moment qui s'appelle Fred Again, un Anglais, un personnage complètement hallucinant à part, enfin un génie tout court. Et il y avait Errol Alcan, il y avait Pedro Winter et Thomas Bangalter. Et donc, il faisait son premier DJ set depuis 16 ans, je crois, et la première fois qu'on le voyait sans casque depuis encore plus. Mais je pense que j'ai passé une semaine halluciné devant les images quand il rentre sur le discours de Jacques Chirac, qui parlait des musées et qui parle du musée d'Alexandrie, et d'un coup il balance des instruments. J'étais comme un dingue. J'étais comme un dingue. J'étais comme un dingue, j'ai un gamin quoi, en voyant ces images. Donc voilà, donc tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de Thomas Bangalter, ce qui me donne ce qui n'est pas un bon indice, et en tout cas un bon signal pour dire que les deux vont revenir, quoi. C'est dur ça, tu vas briser le cœur de mon fiston là qui attend qu'une chose, c'est d'être que Daft Punk se reforme pour faire un concert. Il Bien croise sûr. les doigts pour qu'il soit suffisamment grand pour aller les voir en concert. Donc là, tu vas faire beaucoup de mal, là. Moi, j'ai le gros regret, tu sais, ce regret où tu dis, il passe là, Daft Punk aux arènes à Nîmes, là. On y va, il reste des places. Non, c'est bon, de toute façon, ils repasseront. Ils sont jamais Je comprends, repassés. je comprends tellement. Tu la vois, cette histoire, quand t'es Ouais. dégoûté. Et là, mais de toute façon, si Daft Punk se reforme là, et fait un concert, il faut 4 stades de France. Mm. Ça va être intouchable quand je vois que Ayana Kamura, c'est parti en 20 secondes. Il a fallu qu'elle mette un deuxième stade de France. Daft Punk, c'est intouchable. Le monde entier viendrait voir Daft Punk. Donc ça va encore être. Ouais, je suis deg. Franchement, moi aussi, je suis deg. Je suis comme ton fils. On ira chialer en regardant le clip de Daft Punk tous les deux. S'ils reviennent, ils devraient faire, mais je suis pas sûr que ce soit leur délire, mais j'avais beaucoup aimé la manière dont Dave Chappelle était revenu, tu sais, après son exil. Il avait un show, si vous voyez pas qui c'est cet artiste de stand-up américain qui avait un show extrêmement populaire qui s'appelait le Dave Chappelle Show, tout simplement, je Dave crois, Chappelle Show. quelque chose comme ça, voilà. Et en fait,
la chaîne de télé lui avait proposé un contrat monstrueux, donc il avait accepté. Au dernier moment, il avait refusé en fait parce que ça faisait trop de pression, il supportait plus en fait d'avoir l'impression d'être un objet d'une certaine manière. Et s'était barré complètement. Il avait complètement disparu des radars. Et il était revenu en faisant des shows de stand-up, mais enfin pas improvisés, mais sans prévenir qui que ce soit quoi. Un soir il était dans telle comment dire salle de stand-up, une fois il était là, une fois disons, il prenait le micro même en pleine rue avec un carton et il faisait son show. Ça serait je trouve ça assez cool ce côté tu sais, j'étais la plus grosse star de mon milieu et finalement je reviens petit à petit en faisant des petits shows impromptus comme ça. Je suis pas sûr effectivement que Daft Punk choisira cette option-là, mais ça serait assez kiffant. Alors après, ils sont toujours sur le devant de la scène. Chaque année, ils sortent un nouvel album, une version sans drums de Oui. Random Access Memory, une version comme c'est de remix là. Ils vont rééditer les remixes de Discovery, je crois. Enfin bon, donc chaque année, ils sont là, hein. Ils font plaisir à leur public qui ne pouvait pas s'offrir certains morceaux ou qui les avaient pas trouvés à l'époque. Mais de là à dire qu'ils vont revenir, je trouve que c'est pas un bon signe. Ouais. Ils sont même dans le nouveau MOOC Reverse French Touch. Tu vois Mm. que je profite de En l'opportunité plus, bien pour sûr, un donc c'est plug extrêmement discret. catastrophique. Pas le Allez, moi MOOC, j'en hein, ai un. mais la Oui, tech. non, le MOOC toujours disponible, bien entendu. Allez, moi j'en ai une. Tu vois, j'ai sorti mon sweat, mon plus beau sweat qui m'a été offert par mon équipe de basket. Donc je le kiffe doublement, un sweat des Chicago Bulls si vous nous écoutez en streaming. Et donc cette fois, c'est sûr, les Bulls se foutent de ma gueule. Ils sont à 4-0 au Ah moment où oui, on enregistre. Une équipe, franchement, qui me fait pas rêver du tout. J'aime bien Boudzelis, j'aime bien, je trouve Vucevic très sympa, mais malgré tout un peu limité Enfin, c'est les mecs qui sont à la limite entre il est vraiment bon et en même temps il est quand même trop limité pour vraiment porter une équipe. Et je sens qu'ils sont en train de se foutre de ma gueule, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à vraiment, comment dire, me titiller l'esprit. Je vais commencer à regarder d'un peu plus près. Je vais commencer à me mettre dans la saison. Et après, je sens qu'ils vont être catastrophiques et que ça va se planter. Donc, ça suffit maintenant. en plus, il n'y a pas Kobe White. Ouais, il va Ah oui. revenir, il va revenir. Ouais. Bah, en plus, donc c'est excitant de te Ouais. dire que sans Kobe White, avec Ayo Mm. Dosunmu, ça tourne comme ça. Oui, mais même Josh Giddey, en fait, c'est pas que j'aime pas les joueurs, c'est je comprends pas trop l'assemblage. En fait, en fait, je vais sonner. Alors, je sais, une fois, on avait fait je sais plus quel épisode, on avait dit un truc sur les fans d'Enix, mais c'était pas du tout une pique envers les fans d'Enix. Mais je vais faire un petit peu comme les fans d'Enix, c'est que pour comme les fans d'Enix longtemps, où il y a des joueurs qui ont du talent, mais je trouve que ça a pas l'ADN d'une équipe des Bulls telle que, voilà, nous, on a pu la connaître. Donc, j'ai du mal, tu vois, j'ai vraiment du mal à me mettre dedans. Mais je sens qu'au moment où vraiment ils vont piquer Attends, ils avaient la meilleure défense de NBA sur la première semaine. Truc improbable. Et je sens que le moment où je vais mettre le nez dedans, ils vont être décevants. Donc ouais, je pense qu'ils se foutent de ma gueule. Donc ne regarde pas. Sois gentil, ne regarde pas. Je vais porter l'œil. Laisse les autres tranquillement se mettre là-dessus. Cette fois, c'est sûr, Théo. Le plus gros casse-tête de l'histoire des Lakers s'appelle Austin Reeves. C'est beau ce qu'il Parce fait. que, parce que nous, on voit que un truc, c'est que c'est incroyable. Donc on enregistre le lendemain de son buzzer beater contre Minnesota. Euh, L'histoire, elle est trop belle. L'histoire, elle est trop belle parce que c'est presque notre Jeremy Lin 2.0, quoi. Même si on a banalisé Austin Reeves depuis un an, mais enfin, l'histoire est incroyable. Et pourtant, pour aller, au lieu de se dire, c'est ce qu'il nous faut, t'as vraiment l'impression que c'est en train de se dire, il va pas finir l'année, quoi. Et c'est horrible. Le casse-tête que c'est, t'entends déjà des trucs, ouais, ils ont enfin une valeur marchande, ils vont pouvoir le trader contre machin, contre mille. Et c'est là que le parallèle avec Jamie est intéressant, c'est il avait une super valeur marchande. Alors, ils s'étaient pas alignés sur l'offre de Houston à l'époque. Ils auraient mis $1 de plus, c'était bon. Et du coup, ça doit être terrible. Je me mets à la place d'Austin Reeves qui est bien où il est dans son club et tout, et qui va entendre à partir d'aujourd'hui, enfin déjà depuis l'an dernier, des rumeurs de trade tout le temps sur le fait que bah, c'est lui qui tient l'équipe en ce moment, en l'absence de. Et malgré tout, d'entendre que grâce à lui, ils vont pouvoir acquérir le joueur qui va leur faire passer un cap. C'est horrible. C'est horrible. Je me mets à sa place, tu te dis à quoi bon?
Je me fais chier à mettre 51, 41, des buzzer beaters pour qu'on me dise continue. On va vraiment pouvoir choper un vrai joueur avec toi. En plus, il est free agent s'il veut cet été là, parce Bah il ouais. peut opt-out, donc il y Oui, a donc beaucoup en jeu. beaucoup en jeu. Ouais. Je- Moi, si je devais mettre une pièce, je pense qu'il va rester, hein. Je pense qu'ils vont lui donner son argent. J'aimerais bien, moi. Ouais. Et je pense même que c'est la bonne option parce on l'a vu, en fait, t'as vraiment besoin d'avoir plusieurs playmakers. Là, ce qu'il montre, c'est qu'une équipe peut fonctionner autour de lui même si Luka est pas là. Et donc voilà, je pense que l'avenir à court terme, là, c'est lui, Luka, et puis tout le monde, personne sait ce que va faire LeBron. A priori, ce serait quand même surprenant qu'il reste au-delà de cette saison qui reste à Los Angeles. Ils vont avoir de la masse, en fait. De la place dans la masse salariale, je veux dire, les Lakers pour signer Reeves et pour aller chercher quelqu'un d'autre s'ils veulent. Et Bien sûr. voilà, je sais que c'est pour ça que les gens, enfin, les gens, que ceux qui détestent les Lakers les détestent parce que c'est ce côté un petit peu, tu sais, là, comment dire, le mec qui est beau, intelligent, qui a le sens de l'humour, qui est blindé d'argent, tu dis, mais il a tout, lui, c'est pas possible. C'est un petit peu ça, les Lakers. Chaque fois, il y a un coup du sort ou un free agent magique qui tombe chez eux. Donc, je comprends qu'il y ait de la jalousie là-dessus, mais ouais, si j'étais Los Angeles, je garderais, hein, je lui Oui. filerais son argent cet été, hein. Ouais, ouais, ouais. Après, ça peut faire des débats intéressants, savoir Austin Reeves pourra-t-il être le franchise player d'un autre? Pourra-t-il apporter quelque chose ailleurs? À voir. Mm. Il va aller à Dallas contre Cooper Flag, qui m'a cassé les burnes cette nuit-là. Il a fait un geste vraiment pas cool. Ah, le too Euh, small, là, t'as pas aimé son too small? Pas du tout aimé. Déjà, arrête. T'as joué 3 matchs en NBA, balance pas des too small à un gars qui vient de signer, qui réalise son rêve, qui vient enfin de signer en NBA, qui te rend 20 kilos et 20 centimètres. Calme, ce garçon. J'aime pas ces. Pas si tôt, quoi. Ou alors tu fais ça sur un gars qui te chambre avant ou qui t'a mis la misère avant, mais pas sur Mac McClung, le pauvre. En plus, il doit être trop gentil. Il a dû se dire genre, pardon, pardon, à chaque fois qu'il s'est pris un un coup d'épaule. Désolé, pardon. Ouais, ça sent un peu c'est les erreurs de jeunesse, quoi. C'est les trucs Ouais, de, ces erreurs de voilà. jeunesse. Ouais, c'est clair. Euh, Allez, cette fois, c'est sûr, Pierre Armand, les journées sont à la fois trop longues et trop courtes. Je sais pas comment c'est possible. J'ai l'impression que tout s'accélère entre les matchs NBA, l'Euroleague, les séries télé. Ça fait je sais pas combien de bouquins que tu me recommandes. Tu me demandes si j'ai vu la nouvelle saison de Starting Five. Voilà, à peu près 2 fois par semaine. J'ai toujours rien vu à part les trailers. Je suis à la bourre de tout. J'essaie de lire des bouquins, mais il n'y a pas le temps de tout. En fait, c'est ça aussi l'erreur, c'est qu'au lieu de commencer des livres que j'ai pas lus, je me suis mis dans une espèce de tunnel où je relis des livres que j'ai kiffés. Eh oui. Donc c'est catastrophique. Je sais pas si c'est un effet de l'âge ou quoi, mais je comprends pas comment dire, cette espèce de paradoxe spatio-temporel qui font que les journées sont trop longues et trop courtes à la fois. J'en tire le constat, mais j'ai pas les explications. Et en plus, tu as des connards autour de toi qui osent te dire déjà, tu es à la ramasse 30 octobre, qui te demandent ce que tu fais l'an prochain, le 26 octobre 2026, pour aller voir un concert au Zénith de Paris. Mais tu sais que ça m'a fait plaisir, ça, ce petit message, l'air de rien, Pierre Armand, que tu m'as envoyé parce que je me dis, tu vois, on se connaît bien, mais il y a encore des choses que tu découvres sur moi. C'est que moi, je suis la pire personne au monde sur le fait de planifier quoi que ce soit. Je suis vraiment dans le minute par minute, jour par jour. Donc, quelque part, tu vois, je me suis dit, c'est cool, tu vois, on a encore pas mal de chemin à parcourir. Non, mais là, voilà, pour vous expliquer, chers auditeurs, vous n'êtes pas que sans connaître mon amour de Fat Freddy's Drop et qui fait une tournée en Europe pour fêter les 20 ans de leur premier album Based on True Story. Et ils passent par Lyon, Toulouse, Paris. Ils passent pas dans le sud, mais ouais. Donc il y a une date à Paris qui est un samedi soir. Et moi, tout content, j'envoie un petit message. Théophile Messer, rédacteur en chef du magazine Rivers, et vous connaissez tous, hein, le patron, le boss, le GOAT. Et il me dit, mec, déjà, j'ai oublié qu'on avait un podcast aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux que je sache? Alors déjà, la réponse, elle calme. Je dis, bon, ça va, et je lui dis, c'est un samedi. Écoutez bien, true to the game, le mec me répond, non, mais j'aurai sur mon match. Le mec me dit ça. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ball before bros.
Ouais, je suis un mec fiable. Moi, quand je suis engagé dans un projet collectif, là, je peux pas. C'est Ça, incroyable. ça rythme tout le reste, hein. Mais il me dit quand même, fais-les venir à la mi-temps. Ils feront le show la Oui, voilà mi-temps. ça. Ouais, si. Au lieu de, il décommande la chinoise sur son tricycle et on y va. Oui, ils peuvent venir jouer à la mi-temps du match de l'USD Charonne. Ce sera parfait. Alors, tu les préviens, il n'y a pas de place. Nous, on n'a pas de tribune, hein. Il y a à peine un banc et demi pour le public, mais on mettra l'ambiance quand même. T'en fous, ils n'ont pas besoin d'y croire, moi. C'est des Néo-Zélandais. Ils sont bonne vibe. Allez, de quoi t'es sûr? Je suis sûr que Kendrick Perkins a dit un truc intelligent. Ou alors là, attention, c'est gros steak. Alors là, c'est je prends un. Oui, Je suis en train de mimer l'emoji avec le cerveau qui explose, là. exactement. J'ai pleuré du sang, j'ai saigné du nez. Euh, il a dit que, vu comme ça démarre, et si tout va bien, si la santé est là, Victor sera dans la discussion du GOAT dans quelques années. On peut arrêter le podcast sur cette take. Je pense, hein. Mais écoute, c'est la première fois depuis des années que je suis capable de me lever pour voir quelqu'un jouer au basket. Ça, c'est la première chose. Et je pense que c'est pour beaucoup de gens le cas, pas qu'en France. Et la fameuse, parce que ça, c'est la phrase de Reggie Miller. J'ai jamais vu ça. Il l'a dit à peu près 250 fois dans sa carrière par semaine, sur tout ce qu'il a vu dans sa vie. Mais voilà. Je suis désolé, j'ai jamais vu ça. Parce que c'est fou, en fait. C'est On n'a juste jamais dingue. vu ça. J'ai vu Jordan jouer beaucoup de matchs, énormément de matchs, saison régulière à l'époque. On a vu les plus grands, on a vu les Kobe. Enfin, Kobe, on avait vu. LeBron, on avait vu ce genre de choses. C'est pas sur la longueur, mais on avait vu des performances on pouvait comparer. Là, tu compares à quoi? Là, tu peux pas. Donc, il a peut-être dit un truc intelligent, c'est-à-dire que, en tout cas, dans les discussions all-time, je pense que c'est peut-être pas le plus grand joueur de tous les temps, mais on s'en rappellera, en tout cas. Même si ça, il gagne pas de titre, on se rappellera qu'un jour, il y avait Victor Wembanyama, à moins qu'il y ait un mec encore plus grand, plus mobile. Mais ça, on se rappellera de cette période-là. C'est trop fou. Mais ouais, c'est clair. J'ai une petite stat pour aller. Quand tu disais, on n'a jamais vu ça, j'ai une petite stat pour toi. Sur ses 120 premiers matchs, Hum, Victor Wembanyama, il a mis plus de points que LeBron sur ses 120 premiers matchs. Il a fait plus de contres que Hakim Olajuwon. Il a pris plus de rebonds que Karl Malone. Et il a mis plus de tirs à 3 points que Stephen Curry. Pour un pour Non, un mais mec de c'est. sa taille, c'est quand même complètement dingue. Je me rappelais, tu te rappelles quand Shaq il disait, moi je peux pas les lancer francs, je les mets pas parce que le ballon il est trop petit pour moi. Alors imagine Mm. pour Victor, quand il shoot du logo, alors du logo, le logo des Spurs, il prend tout le terrain, mais on va dire, il shoot de l'éperon du logo, ce qui est déjà c'est ultra loin. C'est-à-dire, je sais même pas, moi je pense que moi je le vois pas le panier de si loin. Je le devine au Avec des loin, mais jumelles. je le vois pas. Tiens, là-bas au fond il y a un truc. Mais enfin, la fluidité, la manière dont il monte sur ses shots, dont il pose le ballon sur sa position de shoot, c'est c'est trop beau. Ouais, non, bah, c'est un phénomène. C'est le Ah terme, en ouais, fait. C'est vraiment un phénomène. Et là où je te rejoins, tu sais, il y a quelques joueurs comme ça où je me disais à chaque fois que je les vois jouer, je vais voir un truc que j'ai jamais vu avant. Alors, Jordan, mais c'est parce que je découvrais le jeu en même temps. Mais tu vois, le jeune Dwayne Wade, j'avais l'impression de voir tu sais, une action athlétique hors norme à chaque fois. Manu Ginobili, où enfin, il y a trop d'incertitudes. Et Victor, c'est ça, en fait. Tu regardes un match, tu as quasiment la certitude de voir une action que tu n'as jamais vue avant ou que tu n'imaginais pas possible. c'est ça, je suis bien d'accord. Euh, Allez, cette fois, c'est sûr, ça va pas être une surprise pour toi, Pierre Armand, ni pour ceux qui écoutent régulièrement les CQFR, notamment ceux du samedi. Eric Spoelstra est mon coach préféré all-time. Je le trouve trop fort, franchement. L'an dernier, la plus grosse limite du hit, c'était qu'ils n'étaient pas capables de foutre des points. Leur attaque était catastrophique. Cette année, donc c'est le début de la saison, ils ont la 7e meilleure attaque de la ligue. Ils ont le 7e meilleur offensive rating. Alors qu'ils sont privés de ce qui est potentiellement leur meilleur attaquant, Tyler Hero. Je kiffe trop ce coach, en fait. Défensivement, offensivement, il est trop fort. Il te fait sortir des joueurs du banc, tu sais pas. Genre, Jaime Raquez, l'an dernier, il jouait quasiment plus. On sait même Bah, il plus le pourquoi. Il y relance, avait ouais, les ouais. rumeurs. Il
Il y avait les rumeurs les plus folles qui circulaient, même. J'avais vu cette rumeur comme quoi Rémi Raquez aurait serré l'ex-femme d'Eric Spoelstra, des trucs complètement hallucinants comme ça. Là, il le remet sur le terrain, il est fort. Je le trouve incroyable, ce coach. Alors, j'ai adoré Phil Jackson, Greg Popovich, il y en a plein des super coachs, mais Spoelstra, je pense que c'est celui qui me fait le plus kiffer. D'être capable de s'adapter à des collectifs aussi enfin, brinque-ballants que ceux qui ont été les siens sur ces derniers temps, c'est sûr que c'est admirable. C'est admirable parce qu'il rebondit à chaque fois. En effet, il arrive à. Alors, qu'il sorte des joueurs, c'est une chose. Qu'il arrive à relancer des joueurs qui ont perdu, mais tout sens commun. Alors, on verra pour les Américains, si ça se trouve, dans un mois, on n'entendra plus parler. Mais apparemment, donc, il s'est séparé de Madame Spolstra, donc c'est une excellente nouvelle. Pour Monsieur Spolstra, pour Monsieur Raquez également. Mais non, mais c'est. Je suis d'accord et j'ai hâte de le voir enfin demander lui les temps morts de Team USA et pas de souffler à l'oreille de quelqu'un de le faire. Mais t'as tout à fait raison, j'allais y venir. Je suis curieux de voir ce que ça va donner en fait. Comment sur des périodes très très courtes, des rassemblements très courts avec là pour le coup uniquement des stars, comment il va pouvoir s'adapter, ce qu'il va pouvoir proposer. Ça va être super intéressant à suivre ça. Mais moi j'ai envie de le voir, j'ai hâte de le voir dans une Coupe du Monde et pas au jeu, parce qu'au jeu il y Mm. a tout le monde. Au jeu, dans tous les cas, ils y vont tous. Les Coupes du Monde, les Ricains, ils s'en foutent un petit peu, ou dans des compétitions un peu plus secondaires, pour voir ce qu'ils feraient avec une équipe entre guillemets B, voire C des États-Unis et voir un petit peu s'il y aura enfin un vrai projet qui n'est pas uniquement une addition de talent, quoi. S'il y a une Mm. vraie patte américaine. Ouais, carrément, il va y aller avec Rémi Raquez justement. Avec Walker Kessler, il va y aller avec un effectif à la hit avec aucune une demi-star et demie et puis des role-players. Mais ouais, non, ça va être c'est passionnant de voir ce que ça a donné. Il n'y aura pas avec Terry Rosier, c'est sûr. Mais cette fois, c'est sûr, il amènera peut-être le Rookie of the Year, VJ Edgecombe. Ah, c'est sûr, pour toi, c'est ton candidat, à coup sûr. Ça l'était pas du tout quand on a fait les pronos en début de saison. Mais en tout cas, c'est un phénomène. Enfin, c'est un kiff de voir jouer les Sixers. Euh, Joel Embiid sont complètement dépassés. Moi, de ce que j'ai vu, on dirait. Alors, sur le dernier match que j'ai vu jouer, il fait un bon match. Hein, il met 25 points et tout. Mais on sent que les clés du wagon, elles sont Tyrese Maxey, qui est. Je ne sais pas si tu te rappelles de Russ Prime. Oui, bah si. la, la, Mm. les- la vitesse d'exécution de Russell Westbrook. Alors, Tyrese Maxey n'est pas un animal physique comme Russell Westbrook, mais il a une vitesse d'exécution, c'est un marsupilami, quoi. La vitesse à laquelle il court avec le ballon, c'est fou. Et il a donc ce VJ Edgecombe qui est lui, pour le coup, c'est un vrai freak physique. Pourtant, il n'est pas très grand, mais alors, il joue avec une décontraction et une maturité qui est rare. Et en plus, il kiffe, il est content, ça fit. Bon, pour l'instant, hein, c'est comme les Bulls. Hein. Philly fonctionne, on va voir comment ça marche, mais il a l'air de bien fonctionner. Joel Embiid semble kiffer de jouer avec ses gamins. Mais voilà, je trouve que c'est un vrai vent d'air frais, quoi. Mais c'est un très bon choix. J'en parlais avec Antoine cette semaine. Alors, c'était pas dans un CQFR, c'était en off, mais je pense qu'il est. Moi, j'avais mis Cooper Flag. Hein, c'est pas du tout une surprise dans nos pronostics pour Rookie de l'année. Mais en fait, VJ Edgecombe, d'une part, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi vite prêt. Mais par ailleurs, je pense que c'est un très bon choix de le prendre aujourd'hui comme potentiel Rookie de l'année parce qu'il va avoir des opportunités toute la saison. En fait, lui, C'est ça, c'est vrai. s'il se blesse pas, il aura tout le. En fait, il a déjà montré qu'il pouvait jouer quand il y a Embiid et avec Embiid, Maxey et potentiellement Paul George, si à un moment ils arrivent à assembler les trois, il a montré qu'il pouvait jouer avec eux. Et en attendant, comme tu sais qu'il y aura très peu de moments où ils seront tous les trois là, il aura des minutes. Et voilà, lui, pour le coup, c'est un mec qui a pas froid aux yeux. Et non, non, je pense que c'est un excellent choix, Alors après, Cooper Flag, lui, il a une marge de progression qui est colossale. bien sûr. En plus, là, AD fait sa rechute annuelle, donc il va avoir encore plus de responsabilités. Tandis que VJ Edgecombe, il est parti au taquet, ce que n'a pas fait Cooper Flag. Donc à voir quand même sur la durée. Sur la durée, hein. Ouais. Surtout que Flag il va se retrouver là, pour le coup, seul tout, quoi. Donc on va voir ce qu'il a dans le ventre pour de bon. Hein. Mm. S'il porte les Mavs à un bon bilan, il le fera presque tout seul. Donc là, en effet, on aura la possibilité de voir ce que ça donne. Parce que
Edgecombe, il est quand même super bien entouré. Il a Maxi qui, le- qui peut le délaisser de pas mal de choses. Tu vois, il n'est pas première option. Flag, il va être première option, là, le pauvre. Moi, je pense que la saison va être longue pour lui. Ouais. Écoute, moi, j'ai un truc dont je suis sûr cette fois, et ça va sonner comme une balle perdue terrible, terrible. Mais j'en peux plus de Doris Burke, en fait. J'en peux plus du tout. C'est pas vrai. Je la trouvais fatigante avec ses phases de daron, j'ai envie de dire, de oh, this young man, blablabla. J'en pouvais plus. Et l'autre fois, je regardais un match sur League Pass. Je sais pas qui commentait en fait. Et en fait, j'ai entendu sa voix. Et c'est pour ça que c'est une balle perdue énorme. C'est qu'au son de sa voix, j'ai su que c'était elle. Et tout de suite, ça m'a agacé. Ouais, je sature. J'espère qu'il y aura de plus en plus de Candace Parker, notamment, que je trouve brillante, et d'autres. Mais Doris Burke, je peux plus. On est peut-être arrivé au bout d'un cycle. Moi, Malika Andrews, je peux pas. Si j'entends la voix, je peux éteindre. Vous allez devoir vous battre dans une allée avec Shai Mamou. On va organiser ça, vous inquiétez pas. Pour le prochain combat MMA à Paris, on va organiser ça dans des arènes. Parce que là, je pense, tu peux te dire que Shai va entendre parler de ça. Tu vas avoir un appel dans la minute, hein. Ah, mais il n'y aura pas de débat puisque je lui fais, mais tiens, vas-y. Madame Andrews est juste là. Il y a combat si chacun Ah, mais veut il va savoir. défendre son honneur. Il va vouloir défendre son honneur. Ça va être sanglant. Défends ce que tu veux. Moi, il n'y a pas de problème. Du moment qu'après, elle vient pas lui dire bravo, il n'y a pas de problème. Euh, Cette fois, c'est sûr, et c'est sûr, Théo, pour la première fois depuis 35 ans, il n'y a pas un titre de hip-hop dans le top 40 du Billboard Top 100 aux États-Unis. Eh ouais, c'est pas ouf ça? Il n'y a pas un seul titre, c'est ça Pas qui un est, seul qui depuis est... la première fois depuis 35 ans. No rap song. Peut-être c'est d'autant plus étonnant qu'il y a de plus en plus de choses qui rentrent dans la catégorie rap et hip-hop qui y Ah ouais. ressemblent pas trop. Donc c'est-à-dire que là, même en tapant très large, il n'y a aucune chanson qui est rentrée Ça, dans ce top-là. ça tape large. Top 40 sur le Billboard 100. Mm. Ouais. Bon, peut-être les 60 suivantes, c'est du rap, j'en sais rien. Mm. Mais pour la première fois, il n'y en a pas. Ah, c'est marrant, ça, j'aurais pas du tout imaginé, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est vraiment je sais pas comment l'interpréter, mais bon, c'est peut-être une mauvaise semaine pour le rap mondial aussi. Ouais, c'est possible, ils ont pas... Ils prennent pas en compte, je sais pas, les classements français, il n'y a pas Jul dedans, il apparaît pas dedans. Il n'y a pas SDM, il n'y a pas Jul, il n'y a pas Orelsan. Peut-être c'est un coup d'Orelsan, ça. Les moyens qu'il a. Ou c'est un coup de Thomas Bangalter. C'est ça. Ben moi, je vais enchaîner sur la même thématique, cette fois, c'est sûr. Et là, non plus, ça va pas être une surprise pour toi, Pierre Armand, mais The Alchemist fait vraiment partie des plus grands producteurs de tous les temps. L'année qu'il est en train de réaliser est complètement folle. Je te dis simplement les albums complets, enfin les albums qu'il a signés cette année. Donc il y avait Life is Beautiful en début d'année 2025 avec Larry June et 2 Chainz. Il a sorti Alfredo 2 avec Freddie Gibbs. Il a produit la moitié du nouvel album de Mobb Deep. Il y a son album avec Erykah Badu qui est sur le point de paraître. Il sort aussi un nouvel album avec Hit Boy. Alors ça c'est moins ma cam, Ouais, mais voilà. Il y a deuxième album qu'il a signé pour le duo de rappeurs underground Armand Hammer qui va s'appeler Merci, qui est sur le point de paraître. La production est folle et ce que je trouve complètement dingue avec Alchemist, c'est cette capacité à produire les morceaux les plus underground des artistes les plus underground de Backpacker d'un côté et d'aller travailler avec Erykah Badu, Snoop ou n'importe quel, enfin pas n'importe quel, mais avec les plus grandes stars de l'autre côté. Moi-même qui suis fan, je reconnais que parfois c'est un peu. J'aime pas tout pour autant dans ce qu'il fait, mais le spectre finalement et la longévité du gars, je la trouve folle. Et pour autant, tu vois, quand je vois passer, alors bon, c'est par le biais des réseaux sociaux, mais des classements des plus grands producteurs de tous les temps, on retrouve un petit peu tout le temps les mêmes. Et son nom apparaît assez rarement, et je pense qu'il y a quand même une grande partie du public qui se rend pas compte en fait de la largeur voilà, de la discographie d'Alchemist. Je pense que pour qu'il rentre dans les gens aiment des producteurs quand ils se font rares. Et même tu rentres dans une catégorie des plus grands quand tu te fais rare. Et il est de plus en plus visible. Comme tu dis, il y a un nombre d'albums qui sort chaque année, où il y a peut-être des gens qui s'y perdent ou qui sont moins fans que d'autres. Voilà,
as parfaitement résumé la situation. Le dernier disque avec Hit Boy, là, bon, moi, je trouve, il n'y a pas besoin de passer du temps dessus. Mais oui, alors la masse de travail est incroyable. Tu parlais de Jul il y a pas longtemps qui sort 15 albums par an. Enfin, on ne peut que louer déjà la masse de travail de ce qu'il fait, la qualité de ce qu'il fait également. Et même si on peut le reconnaître, il y a plein de gens qui n'aiment plus ce rap, ce hip-hop-là, ce boom-bap à l'ancienne et tout. Mais non, il faut l'écouter correctement avec un bon casque, plonger dans les productions d'Alchemist. C'est un voyage à chaque fois, c'est génial. Ouais, j'ai même pas précisé, il a aussi enregistré un album avec Yacine Bey, je sais pas quand ça sortira, mais ils ont fait un album ensemble. D'ailleurs, ils étaient passés à Paris où ils ont fait un concert où ils ont joué tout l'album, tu sais, en empêchant, je sais pas, je crois que c'est avec le principe des espèces de pochettes, là, tu devais mettre ton téléphone dans une pochette qui t'empêchait de filmer, d'enregistrer, etc. Donc c'est même pas, on sait même pas encore tout ce qu'il aura produit cette année. Mais ouais, moi je reste fan. Mais effectivement, je comprends, j'entends aussi ceux qui peuvent dire que ça, il y a un petit peu une formule maintenant dans ce qu'il fait. Mais bon, faut qu'il Yacine kiffe. Bey. Faudra que je raconte un jour aux cultures l'histoire de Yacine Bey qui vient à Marseille. Je vais vous la raconter rapido. Euh, le mec qui vient, je sais plus quel album, il sort l'album où il y avait des images de lui, où il fait le derviche tourneur, là, tourne sur lui-même. Tu te Ouais, rappelles ce disque? Bon, ouais, ouais. bref. Le mec, il vient, il fait son délire, il est avec son DJ, mais il est à Marseille, et ce jour-là à Marseille, il y a toute une bande, la bande des anciens du hip-hop marseillais qui va le voir, enfin des activistes en tout cas, dont un gars qui s'appelle Le Bijoutier à Marseille, qui est un des plus grands spécialistes, membre de la Zulu Nation, etc., qui est artiste graphique et visuel également, qui réalise des ghetto blasters géants qui avaient en bois et en carton qui avaient été exposés au Mucem, dans la cour du Mucem. Euh, Ancien membre du syndicat du rythme à Marseille, ancien animateur d'une émission qui s'appelle La Bijouterie Jamaïcaine. Bref, le mec fait 2 mètres, crois-moi, t'as pas envie de le faire chier et tout. Et le bijoutier, c'était dans une salle de cabaret aléatoire, il est là, il est backstage et tout. Et Yacine Bey, il tourne sur lui-même. Il tourne, il fait son truc et au bout d'une heure, il se barre. 55 minutes, il se barre. Salle assez pleine, quoi. Seulement, il passe devant le bijoutier. Et le bijoutier, il l'attrape par le col. Il dit, tu fais quoi? Il dit, sur les 50 minutes, t'as tourné 30 fois sur toi comme un gros connard. Il lui dit comme ça. Il lui dit donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas retourner sur scène et tu vas nous faire plaisir. Et il le prend et il le jette comme ça sur scène. L'autre, il arrive, il revient sur scène, interloqué, éberlué, tu vois. Déjà parce qu'il s'attendait pas à avoir un gars grand comme ça à l'attraper. Et il commence, donc il continue. Il continue. Et en sortant de scène, il pète un câble, genre, ouais, espèce de raciste, machin. Le bijoutier, qui est le type le plus grand, enfin, défenseur de la culture hip-hop noire américaine du monde. Du monde. Je te dis, il est invité, quand il y avait les 40 ans de la Zulu Nation, il était parti à New York, enfin, tu vois, c'est une sommité. Et il lui dit ça. Ouais, espèce de raciste. L'autre pète un câble encore plus, il se met à lui gueuler dessus, il lui dit, mais t'es. Et Yacine lui dit, t'es qui toi? L'autre, il dit, moi? Mais moi, je suis le maire à Marseille, tu crois que je suis qui, espèce de connard? Et ils se sont embrouillés. Et il est plus venu depuis. Simbe. Il est plus venu à Marseille. Ça, c'est de votre faute, les Marseillais. On peut plus voir Mos Def en Ah, mais concert maintenant. c'était non, mais c'était incroyable. En fait, il a fait, le bijoutier, ce réflexe de ce que plein de gens veulent faire avec ces quinries, c'est-à-dire arrête de te foutre de notre gueule. Voilà, sois sympa, vas-y, retourne-y, mais te fous pas de notre gueule. Hmm. Dis pas, genre, c'est des Français, ils connaissent rien, ils comprennent rien. Donc, je vais faire mon truc, je vais dire au revoir et je me casse. Non, ça se passe pas comme ça. Ah, c'est l'histoire, elle est incroyable. Il faudrait faire un livre rien que là-dessus, un MOOC, rien que sur cette histoire. Euh, cette fois, c'est sûr. Nike prend des gros risques de se fâcher avec des gens. Ils sortent une Air Force One, toute noire, en cuir verni, et la semelle est remplacée par la couronne du logo de LeBron James, d'accord, en violette. Ouais. Et à la place, sur la Air Force One du R, ils ont mis un goat. Ils ont mis l'animal. Ils vont se fâcher avec Jojo. Ils vont se fâcher avec les gens. Donc j'ai trouvé que c'était un sacré parti pris. Alors changer la semelle, mettre la couronne, je trouve que c'est une super idée.
Ce qu'ils ont fait sur le LeBron 23, là, c'est une super idée de prendre ce logo et de l'insérer dans la chaussure. Maintenant, avoir pris l'animal et de l'avoir mis à la place du R, c'est un drôle de parti pris. C'est un petit risque. Alors, ça fait parler, bien sûr. Bien sûr, et bravo à eux, c'est le but, hein. Mais voilà, ils ont dû. Je sais pas quel a été le brainstorming dans la salle où ils ont dit est-ce qu'on met ce truc ou on le met pas? Mais qui a voté, comment la décision s'est prise? Mais j'aurais bien aimé voir cette réunion-là. Et je la regarde en même temps que tu m'en parles. Je cherchais pour la regarder. Toi, tu la trouves comment au bout du compte, cette Air Force One? Elle est dégueulasse. Les couleurs, elles sont dégueulasses. Le cuir verni, ce bleu-violet, c'est dégueulasse. Ça va pas du tout ensemble. Est-ce que tu me la décrivais? Du coup, je me suis dit, il faut que j'aille voir à quoi ça ressemble parce que je voyais pas le concept. Effectivement, Effectivement. elle est dégueulasse. Fais une blanche avec la semelle rouge, ça c'est cool. Mais elle est Hmm. dégueulasse. Mais voilà, c'était avoir mis le GOAT là. Cette fois, c'est sûr, ça va chier. Ça va mal se mettre, c'est clair. Euh, Écoute, cette fois, c'est sûr. Moi, il y a que des choses qui vont pas te surprendre. Mais Steven Adams fait partie des plus grands pivots de l'histoire dans mon cœur. Je L'histoire continue de ton cœur. de l'histoire de mon cœur. Voilà, j'adore le joueur, j'adore le personnage. Et je sais pas si t'as vu passer ça, mais c'est assez drôle. Je sais pas comment ils se sont démerdés, mais le compte NBA Australie, le compte officiel, a publié en début de saison un petit visuel sympa pour mettre en avant les athlètes australiens qui jouent en NBA. Donc, tu as les différents visages de leurs joueurs. Et dedans, ils ont mis Steven Adams, qui est pas du tout australien, qui est néo-zélandais. Donc, c'est encore plus dingue parce que quand on connaît un petit peu la rivalité entre les deux nations, enfin, rivalité entre cousins, quoi. C'est complètement fou. Et j'ai adoré la phrase de. Donc, on lui a posé la question à Steven Adams qui a dit: Je suis aussi australien que Kim Jong-un. Donc, j'ai adoré la comparaison de Steven Adams. Donc, voilà, vraiment, je continue de le kiffer. Je t'avais envoyé, je crois, j'avais vu passer des images de lui sur son camp de basket l'été, là où il met des contres monstrueux à des gamins de 12 ans et derrière, il les gaze et il leur fait des espèces de figures impressionnantes de mecs qui fait un haka et puis après il rigole avec eux. J'adore le joueur. Mais moi, j'ai même envie de savoir ce qui va se passer après, en fait. C'est l'après-carrière. Ouais, c'est vrai. Tu peux faire un film sur l'après-carrière, je pense. Ça va être génial. J'espère que Netflix va le suivre au jour où il va arrêter le basket. T'avais vu des photos de sa famille un peu? Ou pas du tout? Il me semble, il y avait longtemps, à l'époque où il n'avait Pa- pas de barbe encore. Parce qu'ils sont je sais pas combien, là, ils sont presque, je sais pas, je crois que son père, il a eu une quinzaine de gamins, ils sont tous Des monstres, tous. C'est foutus comme Aquaman lui. qui Il a une de parle. ses sœurs qui est, voilà, qui est championne olympique, si je me trompe pas, de lancer de poids, etc. Laisse tomber, il racontait que lui, quand il était petit, c'était un des plus jeunes, un des plus maigrichons, donc il devait s'imposer pour pas se faire manger son goûter par ses frères et sœurs. Il y a de quoi faire un film, c'est clair. Tous les Adams sautent, tu sais, font une course dans l'eau, dans la mer. Ça peut engloutir toute une partie de la Côte d'Azur. Mais bon, avec le remous. Cette fois, c'est sûr, Théo, c'est certain. On a le moment le plus cringe de l'année qui a gêné la gêne elle-même. On ne sait pas pourquoi. Petite victoire de merde en saison régulière des Raptors et t'as Darko Rajakovic qui pète un câble en rentrant dans le vestiaire. Premier match de la saison. Oui, oui, c'est pour ça. Il pète un câble. Il fait flipper tous les gens de son vestiaire. Il les fait flipper. T'as, comment il s'appelle, Manuel Quickly qui se met en position de sécurité. Genre, il se met en garde comme ça, prêt à dégainer s'il faut taper. Personne ne le suit dans son délire. Il est là, let's fucking go! Genre, c'est la folie. Même lui dit après, je crois que je me suis un peu enflammé. Mais le moment de gêne, même de ces joueurs qui le regardent, disant, mais il reste 81 matchs, ça va être long. Bon, normalement, c'est 81 points, hein. Il n'y en aura pas d'autres derrière, sauf énorme surprise. Mais chaud. C'est trop marrant parce que moi j'étais hyper partagé en fait. Parce qu'effectivement, la gêne, c'est de voir à quel point personne avait vu venir le truc en fait, quoi. Tu sais, ils comprennent pas ce qui se passe. Il y a même, tu vois, Scotty Barnes, bon, qui est
qui est un peu de l'école Kawhi Leonard en termes d'expressivité du visage. Il est éberlué. T'as Quickley, effectivement, qui flippe de s'en prendre une. Personne comprend ce qui est en train de se passer. Et je me suis dit exactement la même chose que toi. Je me suis dit, mais à Toronto, la saison va être très longue, très Oh très là longue. là. Si tu célèbres comme ça ta première victoire, c'est cool hein, d'être content d'avoir gagné et tout. Mais ouais. Et en même temps, tu vois, j'ai quand même j'aime bien ce coach-là. Il est assez marrant en conférence de presse, etc. C'est un mec qui est, comment dire, qui est passionné, qui est enflammé. Mais oui, ce passage, si vous l'avez pas vu, ça vaut vraiment le détour. C'est incroyable. Mais surtout, j'aimerais savoir qui, sur le groupe WhatsApp des joueurs après, lequel a dégainé en premier. En disant, lequel a mis le WTF d'usage. Genre, on a bien vécu un truc un peu bizarre, hein. Je sais pas, il a voulu faire le pote avec ses joueurs, mais tu peux perdre ton vestiaire sur un coup comme ça, direct, au bout d'un match, en passant pour un bouffon comme ça. Bon, bref. Tellement dur. Allez, moi j'en ai un dernier, ouais. J'en ai un dernier qui est triste, mais cette fois c'est sûr, il faut que j'arrête de croire que les Hawks sont capables de défendre. C'est pas possible cette équipe, ça fait 2 ans de suite, je me dis mais elle Mm. est cool cette équipe, ils vont surprendre, ça peut être, il y a le talent, il y a la complémentarité, il y a de la longueur de banc, ils ont un coach qui a montré des choses quand il était à Utah, ça va marcher. Et début de nouvelle saison où le début est ultra poussif et je comprends pas ce qui se passe, donc faut que j'arrête, je pense qu'il faut que j'arrête d'y croire ou que il change quelque chose, mais je comprends pas pourquoi ça marche pas. C'est un Pour le coup, mystère. Ils ont Ils ont tout en pris main. plus de 100. Ouais, ils ont pris plus de 130 points par les Raptors, je crois. Premier match de la saison ou deuxième, je sais plus. C'est quoi ce bordel? Je sais pas, il y a un truc qui, tu vois, contrairement à Chicago, où tu as l'impression, il y a peut-être un truc qui se passe, ou une envie de travailler ensemble. Là, tu as toujours cette impression que bah, ils ont pas envie de travailler ensemble, alors que ça a l'air. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que le groupe, il est sain en soi. Hmm. Tu vois, il y a quand même des bons joueurs. Ils ont une bonne salle, ils ont un beau maillot, ils ont des mecs en devenir. Enfin, tout est, alors pas au vert, mais tout est à l'orange clair. Et je sais pas. Mais il va falloir qu'ils s'y mettent. Alors, ils ont peut-être Ouais, ouais. un. Ce qu'il y a, c'est que la saison, elle démarre tellement. On dirait que les gars, on leur a dit, tu sais, à la dernière seconde, il y a 14 matchs cette année, c'est tout. Démerdez-vous. On se revoit dans 2 semaines. Play... Playoff début novembre, les gars, c'est parti. C'est vrai, ils sont tellement tous partis au taquet que quand tu vois des équipes Hmm. comme ça qui ont du retard à l'image, tu te dis, mais merde. Et c'est pour ça que c'est cool que les Bulls en profitent. Continuez, parce que tu vas démarrer à quoi? Tu vas être à 10, 10-3 ou 10-4, mais fonce, tant mieux. Tant mieux. Ouais, c'est Évite clair. ça pour faire encore un play-in contre Miami, tu vois, ou contre Atlanta. C'est saoulé. Alors pour le coup, Atlanta, c'est vrai ils ont pas eu de bol avec avec les blessures sur ce début de saison, parce qu'en gros, ils ont jamais eu leur équipe au complet, je crois, quasiment depuis le début de l'année. Là, c'est Trae Young qui vient de se blesser là au moment où on enregistre. Mais ouais. Ouais, je pense que je dois leur porter l'œil en y croyant, donc je vais arrêter de dire que j'y crois et je vais espérer qu'ils vont se relever parce que je trouve que cette équipe, elle est sur le papier. L'idée de cette équipe est vraiment cool. Ce serait bien que ça se voit sur le terrain. Cette fois, c'est sûr, à mes yeux, Jason Williams, White Chocolate, est un gros con. Il a même réussi à faire passer Pat Beverley pour Robert Badinter. Dans son podcast, Ah, j'étais pas prêt pour la. dans son podcast, là, le podcast de Pat Beverley, il balance sur de lui que son équipe de lycée, à Jason Williams à l'époque, son équipe de high school, hein, tape les Aces de Las Vegas, les yeux fermés, et tape les enfin, genre une Dream Team de la WNBA, il n'y a pas, y a pas débat. Alors, je vais te dire honnêtement, je m'en branle du débat, parce que je trouve que ce débat est tellement con que je trouve ça débile. Alors, j'en veux aussi à Pat Beverley de poser ces questions qui n'ont aucun sens. On est d'accord. Aucun sens. Si ce n'est de dénigrer la WNBA avec un ouais, mais il faut comprendre à la fin. De finir par, finalement, parce que cette discussion, elle se termine que sur un truc, c'est d'un côté, c'est les femmes, de l'autre, les hommes. Voilà, donc on n'est plus sur un pied d'égalité. D'enfoncer des portes ouvertes débiles et de finalement retomber
masculinisme décomplexé qui se passe aux États-Unis de plus en plus en ce moment. Et je trouve enfin, ça me dégoûte. Ça me dégoûte, je trouve ça débile. Et ça me porte même pas de réponse. Vrai, je trouve qu'il a, c'est un gros con. Ouais, mais nous à l'époque. Déjà, le nous à l'époque, il est débile. Et bien sûr qu'on les tape, bien sûr que. Mais ta gueule. Par contre, fais un contre un. Vas-y, prends un contre un. Va faire un contre un contre Adzia Wilson. On en rediscute. Et ça, je suis très sérieux. On en rediscute dans 20 minutes. J'avais pas vu passer ce passage effectivement hyper décevant parce que j'aime plutôt bien. Ah, mais, et Pat Beverley qui euh, dit, mais jamais, qui lui dit, mec, jamais de la vie. Ah, Pat Beverley comme ce. Et qui défend à mort les filles en Ok, disant, mais elles vont s'exploser. ok. Ah ouais. Mais en fait, c'est comme toi, je comprends même pas que ça soit. Quel intérêt de poser des questions pareilles, c'est. Enfin, Est-ce qu'on s'en ouais. fout? C'est ce qu'on s'en fout. Mm. Sinon, j'en ai deux autres. Cette fois, c'est sûr, j'arrête les sneakers. Après que j'ai pu mettre la main sur la. Tu parlais de Trae Young qui porte la Jordan 40. Ben là, ils ont mis en place un programme où sur la Jordan 40, ils appliquent des designs des autres chaussures. Et donc, ils vont mêler la Jordan 40 avec la Jordan 23, avec les coloris et le design de la Jordan 23. Et mon pote, ils n'ont pas retrouvé les bijoux au Louvre. Prends la chaussure dont je te parle, tu la mets dans la vitrine, c'est mieux. Hein. Les gens ils viendront voir ça beaucoup plus. La C'est mieux que la chaussure, couronne de je sais pas qui. ça sera bien plus joli. La chaussure, elle est magique. Magique. Elle est tellement belle. C'est-à-dire que la 23 avait des défauts. Elle était un peu trop fine. Elle était très rigide. Donc, mais elle avait un design merveilleux. Et là, avec des imprimés incroyables. Et là, ils vont la mettre sur la chaussure. Je t'enverrai une photo. Vous êtes en train de la voir là. Ouais, j'étais en train de regarder de mon côté. Ouais, je rajouterais ça La carrément. chaussure est Ouais. noire, magnifique. Bref, voilà. Après celle-là, promis, j'arrête pour le mois. Ça fait très Et les- longtemps que je n'ai pas acheté une paire de sneakers Théo. C'est vrai? Je te promets. Ça fait Ouais. très longtemps. Parce que Là, sinon, j'en ai pris ouais. une, à tel point que j'en ai parlé avec Almami. Sur Vinted, j'ai trouvé une paire de Jordan 38 Low du Quai 54, qui sont des paires uniquement pour les joueurs, pas des paires qui sont en vente. Et du coup, quand tu vas sur Vinted, souvent les gars, ils les revendent parce qu'ils ne les mettent pas forcément. Et là, je trouve une paire neuve à ma taille de cette paire que je trouve magnifique. Ils ont appliqué la charte graphique du quai de pas cette année, celle d'avant, celle 2024. Magnifique. Le modèle, il est magnifique. Je l'achète pas cher en plus. Parce qu'il faut savoir que les gars, quand ils te les vendent genre cher, c'est vraiment des enfoirés parce qu'ils les ont pas payés, ils les ont eu en dotation Hmm. pour jouer. Et le gars m'envoie, écoute-moi, hein, il m'envoie la paire de Jordan, il la met dans la boîte, il met un scotch et il l'envoie à Vinted. Avec la Inutile de te boîte dire, de Jordan. Ouais. inutile de te dire que quand je suis allé chercher mon colis, j'étais tremblant de joie. J'ai pris la boîte dans le truc, j'ai tiré la boîte, j'ai dit, oh allez, bâtard. La boîte pesait de 20 grammes, puisqu'il n'y avait plus de la chaussure dedans, puisque le type, les gens, ils avaient ouvert sur tout son trajet le colis. Il suffisait, avec du scotch normal, hein, pas Hmm. du gros scotch. Avec du scotch normal, le type, il a juste soulevé, il a pris la paire, j'ai reçu une boîte. Je me fais rembourser, hein, bien sûr, le mec n'a même pas discuté, mais j'étais dégoûté. Ah bah oui, je comprends. Ouais. L'univers me dit, it's time, Que c'est fini? on arrête. Il me le dit, il essaye de Ok. me le faire comprendre. Il est en train de me le dire. Voilà. Je respecte ça. Hein. C'est dur quand même. C'est qu'on était, enfin, qu'on a. C'est même pas tant le côté collectionneur, mais c'est le. Ah, moi, j'aurais du mal. Tu vois, je sais que c'est absurde. Hein, tu vois, c'est pareil. La musique, aujourd'hui, t'as plus besoin d'avoir un support physique pour écouter de la musique, mais il y a un rapport qui est. C'est certainement absurde, hein, absurde, pardon, et c'est probablement du consumérisme aussi, mais j'ai l'impression que j'écoute pas les choses de la même manière, tu vois, Je suis d'accord. Je suis d'accord. quand je suis obligé de me dire, bon, bah là, je vais prendre un moment pour écouter de la musique, donc je vais sortir mon disque, le poser, mettre dans mon salon et tout. J'ai l'impression que j'ai pas la même écoute. Alors, c'est pas tout à fait la même chose peut-être que pour les baskets, mais c'est dur putain, c'est dur hein, de se raisonner là-dessus. Oui, mais t'as raison de dire ça. Par exemple, l'autre jour, j'ai racheté, on parlait de Daft Punk, bouclons la boucle, j'ai racheté Homework en vinyle. Et donc, un disque que tu écoutes souvent chez toi, sur ton enceinte, Bluetooth, tu le mets sur ton téléphone. Mais là, le fait de l'avoir en vinyle,
me mettait la curiosité de voir si le son était différent, donc de mettre le son plus fort, donc d'entendre la musique différemment, donc de faire en sorte que tout vibre dans la maison, que les enfants arrivent, et du coup, au lieu d'entendre un bruit de fond, prennent Hmm. possession du truc et prennent l'émotion, comme quand tu regardes un film sur ton téléphone, tu regardes au cinéma, c'est pareil. Et voilà, ça, c'est vrai que ça change tout. Ça change tout, mais bon, en effet, c'est un budget, c'est des trucs comme ça. Ouais, ouais, et puis il y a le côté un peu absurde parfois, enfin, je reconnais, hein, du fait de se dire, celui-là, il faut que je l'ai, en fait, il faut rien du tout. Il y a pas, Rien du ça tout. correspond pas à un besoin, quoi, mais c'est vrai, c'est pas si simple de sortir de ces Mais manières de fonctionner, quoi. j'ai amené une paire d'Air Force. Ils avaient remasterisé la Air Force originale. C'est la première fois qu'ils le faisaient. Ils l'ont jamais refait depuis dans le vrai coloris avec le swoosh gris clair, avec du vrai cuir et tout. Et la semelle commençait à se décoller. Donc là, je l'ai amené chez le cordonnier. Et quand je suis allé la rechercher, j'ai ouvert la boîte. J'étais là, papa, il a. Papa, il a. Et j'ai regardé le cordonnier, j'ai fait, oh, elles vont se réveiller bientôt. Chut. Elles peuvent manger correctement, faut être à jeun. Comment ça se passe? C'est en ambulatoire, je peux les ramener chez moi. Mais j'étais trop content, tu vois. Ouais. Le kiff de l'objet, mais bon, c'est pas Mais ça, c'est cool, parce que tu vois, c'est prolonger la vie de l'objet aussi, tu pour vois, c'est... Ouais, un temps qui sera minime certainement, mais c'est le fait de kiffer, de te dire, voilà, j'aime bien cette chaussure, c'est bien de donner une seconde vie aux choses. C'est pour ça que hmm. quand moi je vends sur Vinted, je demande toujours aux gens pourquoi ils vont s'en servir. Parce que Ah, quand tu quand je revends, revends ouais. mes chaussures, hein, je les revends pas très Hmm. cher, mais je veux qu'elles continuent à Hmm. avoir une seconde vie, que les gens profitent, quoi. Ça sert à rien, c'est débile. Ouais, ça, je comprends. Dernière take, c'est factuel, hein. Cette fois, c'est sûr, Kate Cunningham a claqué le compte de l'année sur Jalen Suggs. Pardon Il est pour beau, hein. Shai, mais il est magnifique. Une C'est clair. propreté, mon pote. Propreté. Et la dernière, cette fois, c'est sûr, Shai a quitté Malika Andrews. Il est fou amoureux de Dominique Malonga. Je l'ai vu dans ses yeux quand il se tient comme ça. Il la regarde. Il est tout rouge. Je sais, Shai Mahmoud, tu ne peux pas cacher tes émotions. Tu es comme Théophile Messer. Ton cœur est parti, ton cœur balance. Et il a pris son choix, donc il n'y aura plus de bagarre pour Malika Andrews. Il y en aura une pour Dominique Malonga qui pourra se battre toute seule, hein. Il n'y aura pas besoin de Chaimamou pour mettre une torgnole. Bon, bah voilà, c'est pas mal, là, toutes ces techs. Exactement. Euh, Encore une fois, hein, dans 15 minutes, la plupart, on est prêt à revenir dessus et à nier l'existence de ce podcast. Le jour où vous verrez déjà ce podcast, la plupart n'auront peut-être aucun intérêt, donc ne vous lâchez pas sur nous. Vous avez compris qu'il y avait beaucoup de mauvaise foi et de second degré. Bon, allez, parlons de choses qui sont sûres de durer. Pierre-Armand, c'est quoi ton morceau de la semaine? Mon morceau de la semaine, putain, bonne idée, j'y ai même pas pensé, mais c'est le retour d'un, voilà, on va partir là-dessus, le retour d'un artiste que j'aimais beaucoup dans les années 2000, dans les années 2010, il s'appelait Miguel. Est-ce que tu te rappelles de Miguel? Ah oui, carrément. Ah ouais. Eh ben, Miguel vient de sortir son premier album depuis 2017 ou 18, 2018 peut-être. Et un album qui s'appelle Chaos, C-A-O-S. Et je trouvais ce disque super bien. Alors, il est très ambitieux, il n'est pas du tout dans la veine espèce de R&B, un peu hip-hop, etc. Là, il est beaucoup plus punk. Il y a pas mal de trucs rock, mais d'électro avec une vibe soul également. Et le premier morceau, Chaos, du disque est super bien. Vraiment. Je l'ai joué à la radio cette semaine et il était super bien. Et à la radio, on a reçu The Milk cette semaine. Ah oui, j'ai vu ça. Et c'était très intéressant. L'approche de Rick Nunn, donc le chanteur de The Milk, qui nous parlait de l'album Borderlands, donc dont on vous a parlé dans In Time et qui pour moi et dans Culture, hein, pour moi le disque de l'année. Et donc c'était sympa de voir la manière dont ils ont enregistré ça pour se donner tous les moyens possibles d'avoir cette impression cinématique. J'ai posé des questions sur genre 5-6 tracks quand on fait de la soul cinématique. On pense forcément à des films, et je lui ai demandé sur 5-6 tracks de son disque, sur quel film il les verrait bien, sur quel Ouais. grand classique, donc il nous a répondu, et notamment et un morceau aussi qui à la fin du disque qui rend hommage à Ascenseur pour l'échafaud avec Miles Davis, où il a dit à son producteur, je veux ça. À ses musiciens, il a dit, moi je veux un truc comme ça. C'était ambitieux, mais c'est tout le projet, il raconte comment ils ont pu
avoir un projet ultra ambitieux et le mettre en place, et c'était très intéressant. Bref, tout ça pour dire que Chaos de Miguel. Allez-y, allez Cool. l'écouter. Alors, deux choses. L'interview de The Milk, on peut la retrouver Ouais, ouais, en en replay, podcast. hein. Ouais, ouais, sur un podcast, bien sûr. Voilà, donc ça c'est la première chose si vous voulez en savoir plus sur The Milk. Et pour Miguel, j'ai une petite anecdote. C'est si je me trompe pas, sa première apparition, le premier morceau qu'il a enregistré et qui est sorti, même si à l'époque c'était sorti en bootleg, c'est sur une production de JD. Il y a un album qui s'appelle J Loves Japan, sur lequel il y a un morceau de Blue qui est magnifique. C'est un de mes morceaux préférés qui s'appelle The Sun is in My Face, je crois. Sun in My Face, quelque chose comme ça. Et dessus, le refrain, il est chanté par Miguel. Et ce truc-là était sorti d'abord en bootleg, en fait, avant d'être finalement ressorti une première fois officiellement et une deuxième fois. Et je suis pas sûr que ce morceau soit sur la deuxième version officielle de l'album. Il est peut-être que sur la première qui était en bootleg, mais il se trouve assez facilement sur le net. Je vous encourage à aller l'écouter. J'adore ce morceau. Et c'est Miguel qui chantait dessus, mais il n'était pas connu. Il est crédité nulle part. Donc ça, c'était ma petite anecdote sur Miguel. Mais c'est un super artiste, hein, vraiment très Mm. très intéressant. Et il a mis 8 ans à sortir ce disque-là. Il vaut le coup. En plus, je pense que c'est des grosses sorties, donc on doit pouvoir le trouver n'importe où sûr. Ok. Mais écoute, moi, mon morceau de la semaine, je sais pas si tu connais un rappeur d'Houston qui s'appelle Devin the Dude. C'est Non. un gars voilà, qui est un peu particulier, qui est dans le milieu depuis très très longtemps. Son premier groupe, je crois que c'était Hot Squad, était sur le label Rapelot, sur lequel il y avait les premiers albums des Ghetto Boys, etc. Il a commencé à être un peu plus connu parce qu'il est sur l'album The Chronic 2000 de Dre. Il avait participé à la tournée. C'est un rappeur qui est plutôt sympa, avec beaucoup de storytelling. C'est une espèce de... Pour te le décrire, je pourrais dire c'est une espèce un petit peu... Une sorte de Too Short, mais de Houston, avec beaucoup de storytelling, beaucoup de trucs autour de la weed. Il y a un morceau sur un de ses albums qui est produit par DJ Premier que j'adore, qui s'appelle Doobie Ashtray, qui est sorti au début des années 2000, je pense, et j'avais jamais écouté le reste de l'album. Donc curieux, je suis allé écouter le reste de l'album et j'ai pris une claque sur le tout premier morceau qui s'appelle It's a Shame, que j'ai trouvé incroyable, qui a super bien vieilli, hyper bien produit, avec une instrumentation pas mal. Tu sens qu'il y a des musiciens en live qui sont venus jouer par-dessus le beat, etc. Donc ce morceau de Devin the Dude, It's a Shame, c'est pas du tout une nouveauté, mais c'est mon morceau de la semaine. Je le trouve vraiment hyper cool. On va aller s'écouter ça tout de suite. Dans la série Tout va bien, Théo, cette semaine. Les semaines passent très vite, mais tout va bien quand même. Ça y est, on va lancer. Je croyais que c'était Groland qui sortait ce nom-là. Grokipédia. Ah. Ça aurait Donc, été plus drôle si ça avait été Groland. voilà, Grokipédia, donc c'est un vrai nom. C'est le Wikipédia généré entièrement en IA par Elon Musk. Hein. Et en fait, donc il y a eu des premiers accès à ce truc-là. Et en fait, c'est un immense copier-coller de Wikipédia. La plupart des articles, c'est du copier-coller, c'est-à-dire c'est du plagiat complet de Wikipédia. Sauf sur certains portraits. Génie irrévérencieux. Je te laisse provocateur irrévérencieux. Visionnaire innovant. Hein, je te laisse deviner de qui on parle hein, sur sa propre page. Mais avec des bonnes takes, des 7 fois c'est sûr, mais en mode Elon Musk, genre c'est la pornographie qui a lancé l'épidémie de sida, c'est des choses comme ça. C'est les réseaux sociaux qui favorisent l'augmentation des personnes transgenres. Enfin, c'est des beautés comme ça. Mais voilà, Grokipédia. Donc ça y est, ça va être disponible et on va pouvoir. Il y a des gens, donc, des jeunes, qui vont peut-être aller chercher des infos là-dessus. C'est sidérant et c'est flippant. C'est pour ça qu'on a vraiment besoin du retour de Daft Punk, je te dis. Ce qui est incroyable, c'est que j'ai vu un extrait de sa déclaration sortie de ce truc-là. C'était en gros pour lutter contre, je vais le paraphraser, mais la gauchisation des informations de masse, etc. Ce qui est Bien quand sûr. même assez dingue dans le sens où, depuis ma naissance, j'ai jamais connu d'époque où les propos de droite et d'extrême droite étaient aussi prévalents dans les informations en tout genre. Donc c'est quand même complètement fou cette espèce de... T'as l'impression d'être dans un monde où la vérité, voilà, la vérité et les faits sont, comment dire, sont des, Secondaire. C'est secondaire. c'est secondaire ou même c'est considéré comme des éléments qui peuvent être remis en question, comme si c'était des opinions en fait. Voilà, une opinion et il y a plus de différence entre une opinion et une vérité en fait. C'est mis sur un pied d'égalité.
Donc oui, c'est dramatique. Et cette volonté aussi d'exister en vase clos, quoi, de vouloir être finalement de ne vouloir entendre qu'un seul discours à longueur de temps, qu'il soit d'un côté ou de l'autre, c'est dramatique. Je sais pas où ça mène, mais encore là, on sait, tu vois, là c'est le lancement du truc, on sait ce que c'est, mais là, ce qui est dramatique, c'est que si son bazar là, est suffisamment bien foutu, bien référencé, ben, les gens vont taper, tu vas taper, j'en sais rien, moi, tu vas taper le nom d'une personne dans Google et ça va te mener à une sortie de ce truc-là haut dans le référencement. Les gens vont aller chercher et piocher des informations là-dedans sans chercher autre part. C'est flippant. Oui, surtout à 90% du truc pour l'instant, c'est uniquement de reprendre ce que fait déjà Mhm. Wikipédia, sans Mais contrôle. limite, c'est la partie la plus rassurante, quelque part. Tu vois, c'est ça qui est flippant, Oui, parce que l'idée, c'est de se débarrasser de Wikipédia en prenant la place et derrière de pouvoir remplacer en mettant ce qu'on veut dedans, quoi. c'est ça, Mm. exactement. Très bien. Coup de cœur? Très, très bien. Coup de cœur, oui. Alors, on est en pleine période Halloween, hein. D'ailleurs, voilà, c'était vendredi dernier, au moment où vous nous écoutez. Moi, j'ai jamais été dans le délire, personnellement. C'est pas peut-être, je sais pas, trop obtus, trop vieux. J'ai jamais été dans le délire, là. Donc, les enfants, ils demandent des films d'Halloween pour être dans l'ambiance, etc. Et je leur ai sorti un film que j'avais jamais vu. Je leur ai dit, cette fois-ci, j'ai fait l'effort. Je suis allé à ma médiathèque, j'ai trouvé un film d'Halloween. Et je les ai un peu contraints et forcés à regarder Frankenstein Junior de Mel Brooks, un film que j'avais jamais vu pour le coup. Et ce qui était magnifique, c'était qu'après avoir traîné des pieds, ils ont kiffé, notamment la plus grande des deux là, a kiffé, c'est bidonné du début à la fin devant voilà, les blagues de Mel Brooks et le talent d'acteur de Gene Wilder. Et pour le coup, moi je connaissais pas du tout ce film, je me suis vraiment marré. Et quel génie ce Mel Brooks, voilà, c'est mon coup de cœur de la semaine, un coup de cœur un peu rétro, parce que je crois que le film date de 74 ou quelque chose comme ça, et c'est une parodie des films d'épouvante des années 50-60, c'est pour vous remettre un petit peu voilà, dans le contexte. Donc Frankenstein Junior, voilà. Allez y jeter un coup d'œil, dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous n'avez pas aimé, je m'excuserai, mais sinon vous risquez de passer un bon moment. Et après, tu leur avais vraiment mis un vrai film d'Halloween, un truc qui fait un peu peur? Moi j'ai trop peur, je regarde pas les vrais films d'Halloween qui font peur. Non, mais Je genre déteste les Scary, films qui font Scary peur. Movie ou... Non, je te dis pas de regarder les sauts ou des horreurs Non, comme non, ça. non. Moi Non, mais aussi, là, on va rien que regarder des. rien que l'affiche, déjà, j'ai fait sur moi. Donc, ça sert à rien. C'est clair. Non, non, mais il y a des Tim Burton qui sont au programme, des choses comme ça, mais Moi, le plus beau d'Halloween, c'est Monsieur Jack, bien sûr, l'étrange Noël de bien Monsieur sûr. Jack. Mm. Ça, il n'y a aucun débat. Euh, la presse est vivante, Théo. Et le magazine L'équipe sort sa nouvelle version, qui vient de sortir cette semaine. Regarde comme c'est cool. Wow! Ouais, c'est un numéro. Alors, regarde, il y a même Tipeee derrière. C'est un numéro. C'est une pub pour une montre, hein, ceci. C'est pour le monde, mais c'est la montre officielle de la NBA. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Un numéro spécial et il est super. Il est vachement bien. Il y a des articles qui sont vraiment bien foutus. Alors, il y a toujours au début de l'équipe mag plein de trucs divers et variés. Mais là, pour le coup, regarde, il y a tout ça qui est uniquement sur le basket, Ok. avec, comme toujours dans l'équipe, de super belles photos qui sont récentes sur les 10 merveilles de la saison. Il y a un super bel article sur la révolution AI, tu vois, qui est Ah bien oui, fait, mais le avec, vrai avec de, AI. avec de très très belles photos. Regarde, où il est avec sa mère. Enfin, voilà, c'est vraiment bien recherché. Et il y a un super article sur la Kiss Cam. Embrassez qui voulait, faites gaffe quand même. Il y a 10 pages sur la genèse de trucs suite au bordel avec Coldplay. Donc, il y a un vrai truc sur comment c'est organisé. Et il y a un vrai article sur les 100 points de Will Ah ouais, Chamberlain. Non, non, c'est un classe. vrai beau Ouais, truc avec des photos. Regarde, des photos qui sont magnifiques de Wilt. effectivement, ouais. Vraiment, c'est chiadé. Et après, il y a un portfolio sur Jordan, notamment sur le nouveau livre des éditions Assouline, qui coûte 130 euros. Il y a une Oui, version à donc, 130 euros qui est plus accessible pour Noël. Voilà, et puis après sur des artistes qui parlent de leur rapport à NBA, sur Tariq Abdul-Wahad à la fin. Donc voilà, très très beau, ça coûte 3,50 €, c'est disponible cette semaine, alors c'est jusqu'à dimanche, je crois que c'est disponible. ah, Donc il est déjà trop tard. non,
Non, non, dimanche, pardon, une semaine. Mais avant, ça sortait le samedi, l'équipe magazine. Maintenant, ça sort le mercredi. Donc, il Ok, reste quelques jours encore pour vous le procurer. Mais voilà, c'est un chouette truc. Et puis, si vous avez après l'équipe en numérique, vous pouvez le retrouver sur la version numérique aussi. très belle. Je l'avais pas vu, tu vois, mais Mhm. je vais aller regarder ça de plus près. Ouais, c'est chouette, ouais. C'est le mercredi maintenant. Et c'est pas vendu avec le. Avant, c'était, tu sais, avec le Ouais, journal. Maintenant, c'est indépendant. Tu peux l'acheter indépendamment. 3,50 €. ok. Est-ce que tu as une relique? Oui, alors tu sais, quand tu vas dans les festivals, en général, dans les concerts, t'aimes bien te prendre un souvenir, un petit t-shirt du festival, une affiche ou un truc. Et moi, j'étais allé au Worldwide Festival en 2011. Donc, il y avait le t-shirt avec tout le line-up. Donc, un line-up où tu as Gilles Peterson, Jamie XX, Raphaël Sadix, Flying Lotus, James Blake, Mount Kimby, Dam Funk, Cut Chemist, Ghost Poet, Owini Sigoma Band, ça je te dis tous ceux je pense que tu connais. Quantique, Kevin Biddle, Zara McFarlane, Soulance, Rich Medina, Jeremy Soul, Toshio Matsura, Sofrito Sound System et RKK. Donc, bah Non, si, ça, je vois pas ce que c'est. bah si de Nova, tu sais ce personnage Ah très oui, tout. oui, si, si, bien sûr, Voilà. oui. Et, euh, et, en- et écrit pareil que les autres. Mars Blackmon, moi-même, ici, quand j'avais Oh, quand parce j'avais fait que le Worldwide Festival. j'allais te Et, dire que le line-up était fou, là, mais c'est magnifique, ça. c'était cool parce que Worldwide, il n'y a pas des grands noms et un tout petit les autres. Ils mettaient tous sur la même ligne. Et, ouais. Inutile de te dire que j'avais 3 ou 4 exemplaires de ce t-shirt. Ah bah oui, je comprends, hein. Et j'ai gardé l'affiche en grand, bien sûr. Et donc, c'était ma grande fierté, l'acmé, on va dire, de ma carrière de DJ. Trop cool. Et c'est quelle année, ça, tu dis? C'était en quelle année? C'est 6, 7, 8, 9, 10 juillet 2011, Ok, déjà. magnifique. Ouais. Ouais. Oh, super. Écoute, moi j'ai alors ma relique, je la présente un petit peu. Je suis tombé par hasard, je sais pas que Serato avait une série de podcasts Ah, je sais pas qui non plus. s'appelle Serato Unscripted, dans lesquels tu as quelqu'un qui bosse chez eux, qui interviewe des musiciens ou des producteurs. Et là, je suis tombé sur un épisode avec le producteur High Tech, tu sais, le producteur qui a Hum, produit les premiers albums de Talib Kweli, qui a produit hum, une bonne partie de l'album Black Star, et ensuite qui a eu une grosse carrière parce qu'il est parti. Il a fait plein de prod pour Aftermath et Dr. Dre, donc il est sur des albums de 50 Cent, de The Game, etc. Un producteur hyper talentueux. Et au fil de la discussion, le gars qui pose les questions, je suis désolé, j'ai pas retenu son nom, lui parle d'un morceau inédit. Il dit ouais, c'est dommage, t'avais fait ce morceau avec Common qui s'appelle Texila, qui est jamais sorti. Et en fait, si, il est sorti, mais il est sorti en white label. Et ça, c'est un truc que j'avais chopé à l'époque. Voilà, tu vois, il n'y a même pas marqué le nom du morceau, il y a juste marqué Common Unreleased Shit dessus. Et dessus, il y a incroyable. ce morceau qui s'appelle Texila, qui est excellent, vraiment. Grosse balle, grosse balle. Donc effectivement, il est sur aucun album en particulier, mais il était bien sorti en white label. Et High Tech raconte un petit peu l'histoire de ce morceau et de cette prod. Et globalement, le podcast est vraiment très intéressant. Je trouvais que le mec qui pose les questions, on s'en sort très très bien. Il est ni trop fan ni trop journaliste. C'est le parfait mix. Et il y a des anecdotes assez marrantes, notamment ce morceau qui s'appelle Respiration, qui est un de mes morceaux préférés sur l'album de Black Star, qui est incroyable, sur lequel il y a Common justement, et en gros dans lequel Mos Def, Kweli et Common font parle de la ville comme d'un organisme vivant qui respire. C'est un morceau que je trouve fantastique. Et donc, High Tech raconte un petit peu la genèse de ce morceau. Il raconte qu'il aimait pas du tout cet instru, qu'il était dégoûté quand les mecs l'ont choisi. Finalement, il avait tenu à quand même retravailler la batterie pour que le morceau soit conservé, alors que ce morceau, il Incroyable. est hallucinant. Donc voilà, je vous encourage à aller écouter. Donc c'est Unscripted, c'est Serato Unscripted, le nom des podcasts. Je crois que le podcast remonte déjà à plus d'un an ou quelque chose comme ça, mais j'ai trouvé ça très cool. Et donc ce morceau Texila que je vous mets en lien bien sûr, et sur la, je sais pas si je pourrais le mettre sur la, pour le coup du coup sur notre playlist. Faut Sur que le je regarde play. s'il est disponible sur les plateformes de streaming, mais en tout cas je vous mets le lien en description comme d'habitude. Je vous encourage à aller écouter ça, c'est vraiment un excellent morceau. Quand je pense qu'il y a des gens qui ont préféré aller cambrioler le Louvre que venir cambrioler ta maison pour prendre ta collection de vinyles. Mais j'ai rien qui a de la valeur, ça a que de la valeur sentimentale, les trucs chez moi.
Ouais, ton machin là, je pense qu'il y a deux, trois geeks qui seraient capables de mettre beaucoup d'argent. Je sais pas, je sais pas. Non. C'est juste des tarés comme nous, on est trois, tu vois. On est trois au monde. Donc, Ouais. Du moment que sur les trois, il y en a un qui a beaucoup d'argent et qui est capable de les mettre, ta fortune est faite, mon bon ami. on va s'arrêter là, Pierre-Armand. Allez, Allez, bah, n'hésitez pas à nous dire hein, ce que vous pensez de nos techs si on est à côté de la plaque, ce qui est probable, ou si vous en avez hein, des trucs dont désormais vous êtes sûr et certain, on sera ravis de lire tout ça. D'ici là, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. N'hésitez pas, le mardi, vous savez que vous pouvez retrouver Pierre Armand sur les ondes de Radio Grenouille si vous êtes à Portée, ou sinon en tout cas sur le net et en podcast. Hein. Tu me dis si je me trompe. c'est ça. Voilà, pour l'actualité basket, vous savez où nous trouver, sur Basket Session, sur les podcasts, etc. Si la French Touch vous intéresse au-delà de Daft Punk, vous savez que le MOOC est disponible. Et puis, nous, on vous dit déjà à très vite. Ciao! Salut.